Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour tout le monde, vous êtes avec Yann Ajmo sur le Francophone. Aujourd'hui, j'ai un podcast un peu différent à vous proposer. En fait, on ne parlera pas de soins critiques, on va parler de soins post-critiques. Pour ceux qui sont un petit peu au courant, il y a certaines cliniques, si on veut des cliniques externes ou des cliniques de suivi, qui s'organisent de plus en plus au niveau des patients qui ont eu congé des soins intensifs pour assurer certains suivis, tout dépendant des unités. Il y en a que c'est sur les soins post-traumatiques, les stress post-traumatiques causés par les soins intensifs. Donc, ça peut être au niveau de comment ça s'est passé au niveau des sevrages ventilatoires, les suivis de trachéo. Alors, on voit beaucoup de choses à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, je voudrais vous partager l'expérience que nous, on fait dans notre hôpital, à l'hôpital Santa Cabrini. Je suis avec Philippe Rolla, que vous commencez à connaître. On a eu un talk intéressant l'an passé sur la volémie. Alors, c'est un petit peu dans le même suivi au niveau volémique parce que c'est un élément très, très cher à notre pratique aux soins intensifs, nous, dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Alors, je suis avec Philippe Rolla, comme je disais, le chef de service des soins intensifs de Santa Cabrini. Bonjour Philippe. Salut Yann. Ça va? Merci de m'avoir encore une fois. C'est toujours un honneur de faire partie du Francophone. T'es trop gentil, Philippe. Alors, écoute, Philippe, c'est quelque chose que tu as mis sur pied à notre hôpital. Je l'avoue qu'au début, j'étais un petit peu dubitatif quand tu l'as débuté, mais là, je vois vraiment les éléments positifs à ce niveau-là. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce qui a poussé la réflexion, parce que c'est vrai, on ne vous l'a pas encore expliqué, mais dans les faits, ce qu'on fait, c'est une clinique d'insuffisance cardiaque avancée, ce qu'on appelle le Advanced CHF Clinic. Donc, qu'est-ce qui a amené ta réflexion à dire, je pense que ce serait nécessaire pour la clientèle de l'Est de l'île de Montréal? Oui, mais pour préciser, c'est une clinique à la base qui est advanced dans le sens que c'est des patients qui sont, dans un certain sens, palliatifs. C'est des patients qui ne sont pas en attente d'intervention cardiaque quelconque, mais qui sont à un stade où on fait juste de notre mieux pour manager leur insuffisance cardiaque. Et ces patients-là ont souvent des problématiques qui rendent et qui ont la misère à trouver les bons soins au bon moment, je pense, dans un certain sens. L'idée pour ça partit de certains patients qui ont vu que notre type de suivi où on sert beaucoup d'échographie pour avoir une mesure un peu plus précise, non seulement de leur volémie pour manager les diurétiques, mais aussi au niveau, par exemple, d'identifier des épanchements, de drainer ou de manager ça comme il faut. Et eux autres, ils se rendaient compte que qui allait les suivre de cette façon-là? Ils allaient retourner à leur médecin de famille, peut-être, qui n'avait pas ces capacités-là, évidemment, dans un bureau de faire ça. Et même les cardiologues, souvent, ont une difficulté pour des interventions, parce que c'est pas eux autres, souvent, qui les font, par exemple, des drainages, des choses comme ça. Alors, ça devient une prise en charge complexe par plusieurs personnes et donc inefficace juste par sa nature. Et c'est suite à ça que, ayant vu un peu comment c'est notre système, étant donné qu'on a un peu les éléments diagnostiques et thérapeutiques tous ensemble, ça peut être très efficace et éliminer des délais, optimiser la qualité de vie de ces patients-là que j'ai commencé à faire ça là, il y a maintenant quelques années. En se servant de l'échographie pour optimiser la volémie des patients, on peut éviter des exacerbations, on peut améliorer leur qualité de vie, qui serait très difficile à faire sans échographie parce que c'est un peu plus limité ce qu'on peut faire. Regarder les jugulaires, regarder le poids, l'édème. Oui, mais des fois, il y a plus qu'on peut aller chercher, comme on avait déjà discuté dans un podcast précédent, là, au niveau de l'écho un peu plus avancé, comme le Doppler du côté veineux, du côté splanchnique, etc. Alors voilà, c'est à ces raisons-là que j'ai commencé cette clinique-là, il y a quelques années. Donc, essentiellement, on se sert de ce qui existe déjà. Tu sais, souvent, les patients sont suivis par leur médecin de famille, par leur cardiologue, même par leur pneumologue. Puis chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Puis c'est
c'est correct comme ça, mais au fond, on vient un peu intégrer tout ça. Puis là, tu peux mieux ajuster, comme si on veut, excusez l'expression, mais on the spot, qu'est-ce que tu dois faire. Alors, explique-moi un peu comment ça fonctionne. Là. Comme par exemple, là, quand, je sais pas, tu planifies ta clinique, tu reçois tes patients. Bon, c'est une clinique externe comme toutes les autres cliniques externes, mais explique-moi comment tu fonctionnes là, avec un patient qui arrive chez toi. On va dire un insuffisant cardiaque qui est presque pré-terminal, si on veut, puis qu'on ne peut plus faire aucune intervention, ni chirurgicale, ni d'aucune sorte au niveau de ce patient-là. Alors toi, comment tu le gères, puis comment tu le vois? Mais, par exemple, il peut m'arriver un patient qui est en surcharge, qui n'est pas une surcharge nécessitant une visite à l'urgence d'emblée. Et moi, je peux évaluer au niveau de sa congestion. Est-ce que je peux augmenter ses diurétiques? Je peux regarder au niveau rénal, parce que ça, c'est quelque chose qui mérite un podcast probablement au complet, mais l'insuffisance rénale dans le contexte de l'insuffisance cardiaque, c'est assez complexe. On peut être trop vide ou trop plein, et sans vraiment faire un examen échographique, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de pièges sans pouvoir vraiment regarder le niveau de la congestion rénale en live, là, en réel. Ensuite, si le patient a un épanchement pleural, surtout, ils peuvent en avoir des péricardiques, mais la plupart du temps, des pleurales ou bien de l'acide, on peut d'emblée en clinique mettre un cathéter, drainer ça, et ensuite les renvoyer chez eux et faire un suivi dans les semaines à venir ou des fois dans les jours à venir si c'est nécessaire pour réévaluer la volémie, la fonction rénale, etc. Et de ce que je puisse voir, il y a eu plusieurs patients jusqu'ici qui, avec ça, ont pu éviter des visites à l'urgence. Il y a des patients qui étaient drainés de façon régulière pour, disons, un acide relié à une insuffisance cardiaque récurrent, qui était drainés là, aux semaines, qu'après un ajustement plus serré de leur diurétique, sont capables d'être drainés aux 3 semaines ou au mois. Ce qui améliore quand même leur qualité de vie, je crois. Et pour certains, éviter des visites à l'urgence. Et je dirais même que dans ce contexte-là, il y a plusieurs patients que dans le contexte de notre d'équipe B de soins intensifs, où on va voir les patients en consultation pour des techniques, il y a plusieurs patients que j'ai pu à l'urgence, éviter l'admission complètement, juste soit parfois en drainant quelque chose et les envoyant à la maison lorsqu'il n'y avait plus besoin plus besoin d'oxygène quelques heures plus tard, ou bien même de dire qu'un patient qui n'avait pas besoin d'oxygène mais qui était dyspnéique, venez me voir en clinique dans les jours qui suivent, puis on va s'occuper de ça. Et je pense que pour les patients, surtout âgés, d'éviter une admission, c'est quelque chose parce qu'on sait qu'après quelques jours alités, ils commencent à perdre des forces, ils ont des risques d'infection, etc. Alors, c'est un virage rapide qui serait difficilement possible sans avoir une clinique où les techniques invasives peuvent être faites, qui sont jumelées à l'échographie, au management de tout ça ensemble. Donc, de drainer ça, d'acheter les diurétiques, ils sont prêts à partir à la maison rapidement, puis ils se déconditionnent pas. Puis de toute façon, si tu n'as pas rien à drainer, des fois, tu peux juste dire, écoutez, je regarde votre volémie intravasculaire, comment que ça se comporte à l'intérieur de vous, votre niveau de congestion. Je sais que tu ne dis pas ces termes-là aux patients, là, mais tu expliques ça, puis là, tu peux juste améliorer tes diurétiques au lieu de juste te fier, par exemple, au Lasix ou à son urée ou à son sodium ou à sa fraction d'excrétion ou quoi que ce soit. Tu peux y aller avec un fine-tuning comme ça. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment efficace. Puis, tu sais, on le voit là, avec les patients. Puis, des fois, malheureusement, tes patients, ils rentrent aussi à l'hôpital pour d'autres raisons. Ouais. Mais on voit que la gestion, ça fait peut-être 6 mois qu'il n'est pas rentré à l'hôpital, alors que théoriquement, il serait peut-être rentré 3 fois dans ces 6 mois-là. Alors, ça fait vraiment une différence, je pense, significative. C'est sûr, c'est un très petit sample, c'est très empirique. Pour vraiment savoir l'impact, il faudrait vraiment faire une assez grosse étude. Mais chaque patient le dit. Là, oui. Au fond, et dans le day-to-day, je pense que tu le vois avec tes patients qui sont rentrés beaucoup moins souvent à l'hôpital. Puis oui, OK, ça implique des ponctions, des choses comme ça, mais si c'est ça que ça prend pour qu'ils puissent retourner à la maison rapidement, en tout cas, ça semble être un win-win. Là. Surtout qu'on sait que c'est des patients qui ne sont pas dans la fleur de l'âge à 25 ans. Là, exact. Pour en avoir parlé à quelques personnes qui travaillent dans des centres où ce genre de service n'existe pas, pour beaucoup, c'est vraiment
incroyable à entendre, parce que normalement, quelqu'un est admis, ben là, il faut faire une demande pour une ponction, si c'est un gros épanchement pleural, qui peut prendre potentiellement quelques jours. Et une fois que c'est là, ben, c'est pas nécessairement enlevé le jour même, et on attend que ça s'enlève. Alors, ça étire, et c'est très facile de voir que ces patients-là peuvent facilement passer une semaine à l'hôpital, alors qu'ils avaient juste besoin d'être 4 heures en clinique. Oui, absolument. Pour ceux qui nous écoutent, puis je me dis, il me semble une question qui me viendra à l'esprit, c'est, attends une seconde, là, tu ponctionnes des acides puis des épanchements pleuraux en pleine clinique externe. Comment tu as fait pour vendre ça à tes nurses? Puis tu as dû former les nurses pour être capable de gérer ça, parce que c'est pas toi qui restes à côté pendant le drainage, là. Alors, est-ce que ça prend ça prend une volonté, mais comment tu fais pour apporter ça puis pour enseigner ça aux nurses, là, pour être capable de bien gérer ça? Parce que c'est pas des nurses de soins intensifs qui sont avec toi, là. Exact. En fait, il faut avouer qu'on a été très, très, très chanceux. Il y a 2 infirmières principalement à l'unité de médecine du jour à Santa Cabroni qui sont absolument exceptionnelles et qui ont pris ce challenge-là et avec un peu de formation, s'occupent très, très, très bien de ces choses-là. Alors, avec aucune inquiétude à ce niveau-là, mais c'est sûr que il faut la bonne équipe pour le faire. Oui, puis un temps d'adaptation pour tout organiser ça. Certainement. Tout à l'heure, on a un peu effleuré, là, on parlait des patients un peu souvent palliatifs, pré-palliatifs, pré-terminal. Donne-moi donc un peu l'étendue là, des types de patients que tu gères, là, que tu as dans ta clinique, là, leur pathologie de base. Là. Bien, c'est ça. La plupart du temps, c'est évidemment cardiaque. Ça peut être systolique autant que diastolique, coronarien, autant que juste des cardiomyopathies virales. J'ai eu, en fait, pour un certain temps, un assez jeune non palliatif, mais qui avait que ses épanchements et que sa dyspnée revenaient plus rapidement qu'il se faisait voir à l'externe en chirurgie thoracique et en chirurgie cardiaque et en cardiologie. Donc, j'ai eu à le voir quelques fois. Heureusement, j'ai pu pousser aussi, puis tout le monde a poussé de leur bord pour qu'il aille sa chirurgie. C'était une fièvre rhumatismale. J'ai quand même un patient dans la quarantaine. Qui a eu finalement ses valves faites, mais pendant quelques temps, il venait pour ça. Mais sinon, la majorité du temps, c'est des maladies coronariennes ou valvulaires ou même diastoliques là, qui ont des insuffisances cardiaques assez carabinées avec des New York Heart Association classes assez élevées là, au niveau de leur symptomatologie. Et puis, je pense que pour ce petit nombre de cas, je dois en avoir peut-être entre 15 et 20, je pense, patients là, qui codent dans cette catégorie-là. Oui, mais je pense qu'on a clairement amélioré leur qualité de vie là, moyenne. Là. Ton jeune patient que tu me parlais, c'était plus comme un bridge en attendant d'avoir sa réelle intervention. Oui, hein? C'est ça. En fait, j'étais un peu moins confortable à le traiter parce que je voulais pas qu'il améliorer sa condition et qu'il y ait des délais à cause de ça pour l'intervention qu'il a vraiment besoin. Mais au moins, il a passé son temps en attendant ses interventions sans trop souffrir. Là. Si on regarde là, depuis les 2-3 années que tu fais ça, tes résultats, bon, je pense que sont assez significatifs. Là, on le voit dans les patients qui malheureusement finissent par revenir à l'hôpital parce que c'est inévitable. Mais est-ce que tu es satisfait des résultats que t'as avec ces patients-là, puis comment tu vois ça pour dire qu'est-ce que tu pourrais améliorer là, à ce niveau-là là, pour plus tard? Là? Oui, je suis satisfait globalement. Je dirais que les difficultés que je peux avoir parfois, c'est en fait quand les patients, des fois ils sont admis pour d'autres raisons. Là. Il y en a une récemment qui avait une cellulite au pied. Et la grande difficulté, c'est quand, pour vouloir bien faire, leur thérapie est modifiée pendant qu'ils sont à l'hôpital. Ils ne sont pas, comme je ne fais pas d'hospitalisation, ils sont très, très, très rarement à mon nom. Et que dans ce cas-là, ça change un peu les choses au niveau de leur balance volémique liquidienne. Oui, ça c'est difficile à contrôler parce que ça serait le même principe s'ils étaient hospitalisés dans un autre hôpital. C'est sûr que quand nos patients, pour ceux qui font des suivis, ils se ramassent à l'hôpital, on perd un peu le contrôle, mais au moins, d'une certaine manière, tu es capable de le récupérer dans les semaines qui vont venir. À date, vu que c'est quand même une clinique externe de CHF là, avancée, là, si on veut,
Puis quand on dit CHF, il y a aussi les cirrhotiques. Là, je veux dire, en fait, on devrait quasiment l'appeler la clinique de volémie, là, si on veut, d'une certaine manière. Là. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que tu as eu ou tu prévois ou comment tu fais pour éviter les complications? Parce qu'on sait que quand on technique, il y a toujours des complications. Donc, as-tu ces problèmes-là? Puis comment tu pourrais rassurer le monde en sachant que de la manière que tu le fais, c'est assez sécuritaire là, quand même, parce que c'est quand même assez interventionnel là, comme clinique. Là. Oui, c'est sûr. Moi, je leur dis toujours, si jamais il y a quelque chose, en fait, probablement les infirmières leur donnent le message, si jamais il y a quelque chose qu'il faut revenir à l'urgence, il faut les aviser que c'est un patient de ma clinique, on peut m'appeler au niveau de ça. C'est arrivé jusqu'ici, là, en 3 ans, il y a eu une fois où quelqu'un est reparti à la maison, un homme assez âgé, et il s'est plaint de douleurs pleurétiques. Alors, on l'a ramené tout de suite pour faire une radiographie pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu une complication. Il n'y en avait pas. C'est probablement juste un peu de douleur reliée à la ponction même. Mais c'est la seule fois qu'on a eu à ramener quelqu'un là, et qui a une possibilité de complication. Et en fait, cette fois-là, il n'y en avait pas. Mais j'imagine que tôt ou tard, il va en avoir une parce que c'est inévitable. Là. Ça, c'est sûr, oui. Est-ce que tu utilises plutôt des angiocathéters ou tu utilises des pigtails lorsque tu ponctionnes les patients? Ou tu vas juste avec un drainage rapide ou tu laisses un cathéter pour ça? Ça va dépendre. Pour les acides, en général, c'est juste un gros angiocat. Okay. Mais la plupart du temps, pour les épanchements pleuraux, je vais me servir d'un pigtail parce que j'avais déjà fait dans le passé quelquefois des angiocates, mais le problème, c'est que souvent, le poumon va aller à côté, puis là, on n'a pas drainé complètement, puis ça marche mal, il faut retirer. Alors, c'est plus simple ou c'est plus efficace de mettre un pigtail une fois. Tout va drainer la vaste majorité du temps avec ça. Ouais. Puis si jamais il y a une complication, tu développes un trap lung ou quoi que ce soit, au moins tu as déjà ton cathéter, ton pigtail à l'intérieur. Mm-hmm. Pour finir, je voudrais savoir... Quelqu'un qui nous écoute et qui dit « Wow, c'est une belle idée, j'ai le goût de le partir un peu ». Qu'est-ce que tu suggères comme step by step, là, étape par étape, là, pour dire qu'est-ce que je vous suggère de faire pour tranquillement introduire ça dans votre hôpital? Vu que tu as l'expérience et tu l'as déjà fait, là, on va se servir un peu de ce que tu penses là-dessus. Oui, je pense que les 2 éléments qu'il faut, c'est qu'il faut l'habilité échographique. Alors, pour les épanchements, ça, c'est très, très simple. Si on veut faire de l'évaluation du système cardiovasculaire, il faut être très confortable à faire quand même un bon examen d'écho cardiaque et un examen veineux plancnique. Autre le VEXUS score qu'on avait parlé déjà dans le passé. Et en plus, il faut l'habilité technique de mettre les cathéters pour que ce soit relativement efficace là, quand même. Et sécuritaire. Et sécuritaire. Je pense qu'il faut vraiment marier ces 2 choses-là et vraiment comprendre comment on applique l'échographie là, au management de diurétiques, etc. Alors, il y a un certain chemin à faire. Je pense que le plus simple, c'est juste, par exemple, si quelqu'un veut partir d'une clinique interventionnelle comme ça un peu, ça peut partir avec juste les épanchements récurrents sans nécessairement se plonger dans le management de la congestion avec les diurétiques, etc. Mais ensuite, avec le temps et les formations ou l'apprentissage, ça peut être fait là, relativement facilement. Mais encore une fois, il faut la bonne équipe nursing, ça c'est clé. Oui, effectivement. Puis tu vois, pendant que tu l'expliquais, nous, on n'a pas ce que je vais te proposer là, comme tu me diras ce que tu en penses, on n'a pas ce setup-là. Mais si pour vous, des fois, les capacités échographiques font un peu défaut, mais que vous êtes des bons techniciens, vous pouvez toujours vous associer avec un cardiologue pour faire ce genre de clinique-là, puis le faire à 2. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une affaire? Je sais que c'est pas dans les normes ou les mœurs usuelles, mais par exemple, évaluer le cœur, les dysfonctions diastoliques, les choses comme ça, puis là, dire, on fait une clinique mixte, puis s'il y a quelque chose à drainer, on draine, là. Je sais pas, peut-être qu'il peut y avoir des réticences, peut-être que j'ai des intentions ou des vœux pieux, mais je sais pas ce que tu en penses. Je pense que ce serait certainement pour couvrir le volet évaluation échographique cardiaque, c'est sûr que ça marcherait bien. Par contre, il y a peu ou pas de cardiologues qui sont familiers avec l'évaluation veineuse plancnique. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau et un peu niche. Il y a quand même un groupe à Montréal qui en fait. Il y a quand même pas mal de littérature là-dessus. Pas encore de la littérature interventionnelle, mais elle s'en vient. Alors ça, je pense qu'il va falloir aller faire leur apprentissage d'eux-mêmes là, à travers le FOAM et les ressources locales. Mais c'est sûr que du niveau cardiaque, d'avoir un cardiologue là pour
pourrait citer, ce serait fantastique. De toute façon, je pense que si vous avez une bonne volonté, l'évaluation volémique, comme nous, on l'a fait ici, c'est pas facile au début, mais ça devient... La courbe d'apprentissage est assez régulière et facile à apprendre. Donc, après quelques semaines, quelques mois, vous allez être capable de bien évaluer la volémie puis de voir des résultats tout à fait satisfaisants. Alors écoute, ça fait le tour. C'est un court podcast. Là, je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Je trouvais ça important qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui va dans la continuité de ce qui se passe un petit peu à travers la planète. Comme je le disais, il y a de plus en plus de cliniques de soins intensifs, post-soins intensifs, post-USI, là, comme on appelle. Alors, je trouvais ça important de vous le partager. Je voudrais te remercier, Philippe. C'était vraiment intéressant de prendre quelques minutes. En tout cas, je peux vous dire que nous, on apprécie beaucoup ce genre d'intervention-là à faire avec nos patients. Puis c'est surtout les patients, je pense, qui l'apprécient beaucoup. Fait que je voulais te remercier, Philippe, d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Ça fait plaisir, toujours un honneur de faire partie. T'es gentil. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à la partager avec tout le monde. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À plus tard. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.